Aujourd'hui, je vais vous raconter comment je suis parti pour un voyage qui allait relier deux mondes. L'Europe et l'Afrique. Avec mon vélo, j'ai voulu voir ce que ça faisait de passer d'un continent à l'autre. Voyager à vélo me permettrait de voir lentement les cultures, les civilisations, les populations et les paysages changer sous mes yeux, progressivement, au fur et à mesure que j'avançais. Au début, je m'étais fixé pour objectif Casablanca, au Maroc, tout en sachant que la destination finale importait peu. D'ailleurs, je n'ai pas aimé Casablanca, et je vous expliquerai pourquoi plus tard. Ce qui compte vraiment, c'est le voyage. Je tenais à faire plusieurs pauses en chemin, en faisant du bénévolat dans les différents lieux que j'allais traverser. Tout ça seul, avec ma tente et mon vélo. J'ai commencé mon voyage à Toulouse. Je traverse le centre-ville en moins d'une heure. J'apercevais déjà les Pyrénées, qui marqueraient la fin de mon court passage en France et le début de mon long passage en Espagne. The people too, I mess around. They're doing the mess around. They're doing the mess around. Everybody doing the mess around. Everybody was juice, you can bet your soul. They did the boogie woogie with a steady roll. They mess around. They're doing the mess around. They're doing the mess around. Mess around. Now, when I say stop, don't you move a peg. When I say go, just shake your leg and do the mess around. I declare, do the mess around. Yeah, do the mess around. Everybody's doing the mess around. Now let me have it there, boy. Pour arriver en Espagne, je devais traverser ce grand massif montagneux. La montée jusqu'à Andorre allait être l'un des moments les plus difficiles de mon voyage. Voilà, c'est le matin. Il y a un brouillard. Voilà où j'ai dormi. La météo était pluvieuse et froide, et je n'arrivais jamais à voir le bout du chemin. Plusieurs fois, je me retrouvais à bout de force, à devoir pousser mon vélo. Néanmoins, une fois en haut, j'étais très fier de moi et d'avoir réussi à monter avec tout cet équipement. Je suis arrivé au pas de la case sous un épais brouillard. J'ai découvert une ville plutôt moche, avec uniquement des casinos, des magasins de tabac et d'alcool, et des stations essence. Ça y est, on y est. Le sommet. « 2408 mètres. » L'histoire d'Andorre est très riche, mais de mon point de vue,
Ce n'est pas un pays qu'il faut absolument aller visiter. Grimper ces montagnes dès le début m'a donné suffisamment confiance en mes capacités physiques. Mais évidemment, ça n'allait pas être le seul défi du parcours. J'ai mis moins de 2 heures à redescendre tout ce que j'avais monté en 2 jours. Mes premiers jours en Espagne se sont déroulés en Catalogne, une région avec une très forte identité qui revendique depuis longtemps son indépendance. Ici, c'est le catalan qui est le plus couramment parlé. La campagne catalane est remplie de petits villages typiques et pittoresques. Je tiens à remercier dès maintenant toutes les personnes qui m'ont hébergé et nourri lors de mon voyage. Sans leur aide, je ne sais pas si j'aurais eu assez d'énergie pour avancer comme j'ai avancé chaque jour. Bon, alors là je suis dans le delta de l'Èbre, donc un fleuve qui se termine ici, c'est un gros marécage pendant environ 1 heure. Plus je descendais vers le sud, plus la végétation changeait, et c'était un sentiment incroyable de voir ce changement s'opérer progressivement. Je commençais à voir de plus en plus de cactus, de palmiers, de paysages plus arides. Bon, en Espagne, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de voies vertes, ils appellent ça. Ça suit les rails du train en fait. Et du coup, c'est relativement plat et il n'y a pas de trafic. Naviguer dans les rues étroites de Valence avec mon vélo pendant le carnaval n'était pas simple. Putain, j'arrive enfin à traverser la route. J'ai tellement envie d'une glace. Plus j'allais au sud, plus les lieux que je traversais étaient touristiques. Exactement comme en vacances. Les avantages à ça étaient d'avoir constamment des magasins et services à proximité. En contrepartie, il y avait énormément de voitures, de vacanciers et peu d'endroits où me retrouver seul et planter ma tente. Le camping sauvage étant interdit en Espagne, je me sentais un peu moins libre de mes actions. Très souvent, j'ai dû me tourner vers des campings payants, ce qui impactait mon budget, ma liberté et le côté aventure que j'étais venu chercher. Le point positif, c'était d'avoir toujours la mer à proximité pour pouvoir me rafraîchir et me baigner en fin de journée. L'une des villes les plus étranges que j'ai pu traverser est de loin Benidorm. Cet ancien village de pêcheurs est devenu une immense station balnéaire. La ville ressemble à Miami, incarnant le tourisme de masse avec ses gratte-ciels, son immense plage et ses nombreux restaurants.
Enfin, j'arrivais à Alicante, capitale de la province du même nom. J'ai dû monter beaucoup d'escaliers. Alicante représentait plus ou moins la moitié de mon voyage en Espagne. Là, je viens de passer une nuit vraiment merdique. Je sais pas pourquoi, j'arrive plus à dormir. Je fais du camping sauvage. Il est 4 heures du matin, donc je vais me lever. Je suis au milieu je sais pas où, j'entends pas d'animaux. J'attendais avec impatience le moment où, depuis les côtes espagnoles, j'allais pouvoir apercevoir l'Afrique. Il y a une tempête de sable, je crois, et l'atmosphère est jaunie. C'est assez beau à voir. La Murcie et l'Andalousie sont deux régions plus désertiques que la Catalogne et la région de Valence. Elles sont aussi plus tournées vers l'Espagne, contrairement aux deux autres qui ont leur propre langue et sont plus indépendantistes. On se croirait de plus en plus dans le Far West là. Regardez ça. Il n'y a pas une goutte d'eau par terre. Pas un ruisseau. Ça ressemble de plus en plus au désert. Voilà, nouveau lever de soleil. Aujourd'hui, Andalousie. Le seul magasin ouvert, c'était un magasin anglais. Donc voilà le déjeuner. C'était vraiment la journée la plus difficile depuis Andorre. Tiens, j'ai monté tout ça là. Après une journée très difficile où j'ai manqué d'eau, je suis tombé par hasard sur un magnifique oasis. C'est incroyable d'avoir un endroit comme ça perdu au milieu du désert.
Mon prochain objectif, le parc national de Cabo de Gata. Mon moral était un peu bas à ce moment du voyage. Les sacoches de mon vélo étaient cassées et j'avais des douleurs physiques. C'était donc important pour moi d'avoir des objectifs qui me poussaient à avancer. Cabo de Gata est une magnifique réserve naturelle où le désert rencontre la mer avec une plage préservée et peu fréquentée. Passé Cabo de Gata et Almeria, j'allais maintenant traverser un endroit controversé et célèbre mondialement, les greenhouses. Il s'agit d'un immense regroupement de serres où une grande partie des fruits et légumes exportés en Europe sont cultivés. Visible depuis l'espace, cet endroit est assez effrayant puisqu'il ne laisse aucune place à la nature. On parle d'agriculture intensive. Ces greenhouses gaspillent énormément de plastique. Les gens travaillent dans des conditions difficiles, souvent pour des grosses entreprises, comme dans une usine de production à la chaîne. À partir de maintenant, je faisais cap vers l'ouest. La côte est moins fréquentée et plus montagneuse. Mon prochain arrêt sera Nerja, où j'allais faire une longue pause pour faire du bénévolat dans une ferme. En attendant, j'avais encore de la route. La ferme dans laquelle j'ai été hébergé utilise l'agriculture syntropique, une technique inventée dans les années 80, proche de la permaculture, le but étant de faire pousser diverses plantes pour qu'elles soient interdépendantes l'une de l'autre. Par exemple, avoir un bananier va permettre, les jours de forte pluie, de stocker l'abondance d'eau et de la redistribuer aux autres plantes dans les jours qui suivent, l'Andalousie étant une région très sèche. C'est pourquoi cette ferme faisait pousser des pommes, des mangues, des bananes, des avocats, des poires, des grenades, des goyaves et était en phase de planter de nombreux autres arbres. J'y ai appris énormément de choses, l'endroit était absolument magnifique et j'ai trouvé cette technique d'agriculture très prometteuse. Elle avait un impact beaucoup plus positif que l'agriculture intensive des greenhouses. Le temps passé là-bas était agréable. Ce temps de pause me permettra également de prendre un bus pour visiter la ville de Grenade, cité ayant joué un rôle clé dans l'histoire de l'Andalousie. Après 2 semaines passées dans cette ferme, un événement qui fera la une des journaux du monde entier arriva. Une gigantesque tempête va frapper toute l'Espagne. Des dizaines de personnes y perdront la vie. Cette tragédie n'a pas épargné Nerja. Heureusement, personne de mon entourage n'a été blessé ou tué. Pendant la tempête, l'eau s'est infiltrée dans ma tente et j'ai dû partir au milieu de la nuit aller me mettre à l'abri. La tente s'est ensuite envolée. La tempête est passée, tout a inondé comme prévu. Rien que la sortie de chez moi. Ah, putain. Rien que la sortie, putain, je dois traverser ça. Ah, mon petit repérage. J'ai pas envie de niquer mes pompes. Mais ça passe, c'est pas très profond. Voilà. Donc là, je vais récupérer le vélo. Je commençais à être impatient d'arriver au Maroc et décida de faire beaucoup de kilomètres à la journée. Je passais donc rapidement Malaga et Marbella, 2 villes connues pour être des destinations populaires parmi les riches. Puis faisais route vers Gibraltar, ma prochaine escale.
Normalement, d'ici, on peut voir l'Afrique, des montagnes du Maroc. Mais là, il fait pas beau, donc on voit rien. Le rocher que vous voyez au loin là-bas, le rocher et la côte, c'est Gibraltar. En fait, avant, j'ai complètement dit de la merde. Gibraltar, c'est juste là. Voilà, ce gros rocher sous le brouillard, c'est rien à voir avec ce que j'ai montré avant, mais c'est impressionnant. Je fis un détour pour entrer dans le territoire britannique de Gibraltar. J'ai présenté mon passeport et en moins de 2 heures, après avoir traversé la piste d'aéroport, j'ai pu faire l'aller-retour jusqu'au fameux Europa Point Lighthouse, d'où j'étais censé voir l'Afrique. Malheureusement, il y avait beaucoup trop de brouillard. Cet endroit était fascinant, point d'entrée de la mer Méditerranée. Il a son importance sur le plan géopolitique, comme sur le plan naturel, car beaucoup d'oiseaux passent par ici lors de leur trajet migratoire. Les courants marins y sont extrêmement forts, avec des courants de l'Atlantique et de la Méditerranée qui s'affrontent. C'est un endroit unique au monde que j'ai toujours rêvé de voir de mes propres yeux. Je n'étais pas déçu. Le rocher est majestueux, la mer rencontre l'océan, et le climat est, comme je l'avais imaginé, très turbulent. Je repris rapidement la route vers ma dernière destination en Espagne, Tarifa, l'une des villes avec les vents les plus forts au monde. Le climat et les paysages sont ici beaucoup plus verts que dans le reste de l'Andalousie. Le désert a fait place à des forêts dans ce petit microclimat isolé. Là quoi, sans mon vélo, 1 heure avant d'arriver au Maroc. Y a rien qui va. Malgré un pneu qui m'a complètement lâché sur les derniers kilomètres en Espagne, des sacoches cassées et un vent comme je n'en avais jamais connu, j'ai finalement pu embarquer sur le ferry direction le port de Tanger. J'attendais ce moment depuis le début du voyage et me voilà enfin traversant le détroit de Gibraltar dans une mer très agitée. Petit à petit, les côtes espagnoles s'éloignaient et au travers du brouillard, je distinguais lentement l'Afrique. Et puis, à mesure que je m'approchais, je commençais à voir les premiers bâtiments de la ville de Tanger, une ville dont je ne savais rien du tout. Ma première impression fut plutôt bonne, puisque je suis parvenu à faire réparer mon vélo très facilement. Bon, je viens d'arriver au Maroc. On m'a réparé le pneu pour 13 €. Vraiment pas cher, j'espère que c'est de la bonne qualité. La différence avec l'Espagne est frappante, la ville est très animée, il y a énormément de choses à regarder, à acheter, des odeurs différentes et de la nourriture que je ne connaissais pas. J'ai beaucoup aimé Tanger, et même après avoir visité d'autres villes plus tard, celle-ci restera l'une de mes préférées. J'ai entamé mon itinéraire au Maroc en direction de Rabat, en longeant la côte. Les gens étaient toujours accueillants, la météo agréable, la nourriture pas chère. J'ai vraiment aimé ces premiers jours au Maroc. J'ai été forcé de constater que, malgré le tourisme, le Maroc reste un pays avec beaucoup de pauvreté, à des proportions beaucoup plus grandes qu'en Europe. Les gens vivent avec ce qu'ils ont.
avec souvent un salaire très faible et parfois ne peuvent pas manger à leur faim. Dans les villages, certains enfants n'ont pas la possibilité de se déplacer jusqu'à l'école la plus proche. Ça continue pendant 5 minutes. C'est que des déchets. Les bâtiments luxueux sont réservés aux institutions gouvernementales et aux touristes. Malgré ça, le pays se prépare à accueillir la Coupe du Monde. Rabat est une ville très moderne avec un tramway que j'ai trouvé très propre et très calme. Je suis arrivé à Casablanca au bout de seulement quelques jours. Une ville immense que j'ai trouvée peu intéressante. Beaucoup d'Occidentaux vivent là-bas, c'est une ville d'affaires, avec peu de choses à visiter, hormis la mosquée Hassan II que je n'ai même pas eu le temps d'aller voir. Par contre, il y avait beaucoup d'activités culturelles autour de l'art ou des cultures étrangères, par exemple. La ville était plus ouverte au monde que d'autres endroits au Maroc. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'était ici ma destination finale. Le voyage avait déjà été incroyable et tellement enrichissant jusque-là, mais je ne pouvais pas m'arrêter là. Je devais trouver ma prochaine destination. J'ai d'abord pensé à l'Algérie, mais c'était impossible. Les frontières terrestres comme aériennes sont entièrement fermées. Je pouvais aussi retourner en Espagne, mais comme j'étais déjà arrivé jusqu'ici, ça ne faisait pas de sens. Ma prochaine destination allait donc être la Mauritanie, un pays recouvert quasi entièrement par le désert. J'allais traverser ce pays par la côte, traversant tout le Sahara, du nord au sud, pour rejoindre Dakar au Sénégal. Mon prochain arrêt était Berchid, une petite ville dans laquelle j'allais travailler pour une école enseignant le français et l'anglais aux Marocains. Au Maroc, le français est une langue administrative, mais n'est pas tant parlé que ça, surtout dans les villages. On y parle principalement l'arabe marocain, le darija, et dans certains endroits, c'est l'amazigh, langue berbère, qui est plus utilisée. Cette école fut une expérience incroyable. Les chiens errants ont été mon plus gros problème au Maroc. Du coup là je suis en plein milieu d'une pause de 3 semaines à Berchid, près de Casablanca. Et du coup j'ai pu réparer mon vélo, il est comme neuf. Et les 2 roues étaient voilées parce que je suis tombé. Je me suis fait attaquer par des chiens, voilà, ça arrive, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, mais cette fois-ci je suis tombé. Et du coup j'ai pété pas mal de trucs. Le gars m'a tout réparé, il a mis une demi-heure dessus. J'en ai eu pour 2 €. Nickel. Ouais, le souci avec les chiens, c'est que dans certains villages, ils n'ont pas l'habitude de voir des gens en vélo. Du coup, ils me courent après en aboyant, et il y en a qui font assez peur, qui sont assez gros. Et du coup, ma réaction à la base, c'était de crier et de gueuler comme un ouf pour leur faire peur, mais c'est pas du tout la bonne réaction. Donc en général je me retrouve à me péter la gueule, ou alors le chien me court après, il court plus vite que moi. Maintenant la meilleure réaction à avoir, c'est de descendre du vélo, mettre le vélo entre soi et le chien et parler calmement, et éventuellement ramasser des cailloux, leur jeter dessus, ou faire semblant de leur jeter dessus pour pas leur faire mal. En dernier recours, leur jeter dessus. Mais c'est un vrai problème. Les animaux en général, c'est pas un problème, j'ai pas eu de soucis même en campant dehors.
Mais par contre, les chiens, dans certains villages, c'est vraiment galère. Durant ce temps passé là-bas, j'ai pu visiter d'autres endroits du Maroc que je n'ai pas traversé à vélo, comme Chefchaouen, Fès, les montagnes de l'Atlas, ou encore le désert de Merzouga. Bon, on reprend le vélo après une longue pause. Oh putain, j'entends déjà un chien. Les chiens, j'espère qu'ils vont pas me faire chier cette fois. Et nouvel accessoire, très important. J'ai aucune idée d'où je suis là. Là, j'ai plus internet. J'ai croisé personne. On dirait que je suis dans une ville fantôme. Et il y a un immense barrage là. Et je vais essayer de trouver un endroit pour dormir dans le coin. Aller demander aux gens parce qu'il fait très froid en ce moment la nuit. 2 degrés cette nuit. Donc je vais voir. Putain, il fait chaud. Et je mets ma veste parce que je suis en débardeur. Et les tatouages, les gens ils aiment pas ici. Je prends plein de remarques. Haram, tout ça. Surtout que là je suis au milieu de nulle part. Si je vois quelqu'un, je veux pas avoir l'air d'un alien, ouais. Et là, il y a un putain de dromadaire en plein milieu de la route. Incroyable. C'est un albatros. C'est un albatros. Bon, il y a une famille qui m'a laissé, mettre ma tente sur leur terrain. Et c'est super beau, c'est très reculé. Ok. Morocco. Morocco. Les gens sont tellement accueillants qu'ils ne peuvent pas me laisser dormir dans une tente. Ils finissent donc toujours par m'inviter et me laisser dîner et dormir chez eux. Meilleur repas. Je suis hébergé dans une école. Je fais mes petits ramen là. L'accueil des gens. Je pensais dormir dehors dans le froid, il fait très froid encore. Et puis j'ai demandé à où est-ce que je pouvais dormir dans ce village au milieu de nulle part. On m'a proposé ici. Donc là, je suis plus que bien. Et je vais très bien manger. Hola, ¿cómo estás, Diego Pérez? Ça va. En face de moi, Atlas, Marrakech, c'est tout droit, mais je vais pas passer par Marrakech parce que j'y suis allé séparément sans mon vélo et je pense qu'avec le vélo ça va être un enfer. Donc je vais contourner les montagnes
Parce qu'il faut que je me dépêche. Quand je vois une montée comme ça, je sais que ça va tabasser. Nouvel endroit insolite où j'ai pu dormir. Un restaurant qui m'a gentiment laissé me poser chez eux. Du coup, j'ai super bien dormi. Merci à eux. Il y a un mec qui s'est arrêté, qui m'a donné des oranges tout plein et plein de noix. Et c'était pas facile à ce moment-là, donc ça m'a vraiment filé un coup de boost. C'est le genre de truc qui arrive qu'au Maroc, ça. Un gars qui s'arrête pour te donner plein d'oranges, de... Il m'a même filé une carte SIM, le gars. Super. Super sympa, franchement. De bon matin, après avoir dormi dans une station essence. Dernier jour de vélo. Ouais. C'est triste. 110 km. Donc je me suis levé tôt. Il fait un peu frais. C'est la pleine lune. Et j'ai très mal dormi dans cette station essence parce que c'était un café où les gens fumaient à l'intérieur et moi je dormais à l'étage, donc j'avais toute la fumée dans la gueule. Mais j'ai dormi au chaud parce que là dehors il caille. Donc ça c'est cool. Dernière ligne droite, littéralement, avant d'arriver à Biougra, là où je vais travailler, enseigner le français et l'anglais. C'était incroyable de traverser l'Europe jusqu'au Maroc. Et maintenant j'ai hâte de la suite. Et j'ai oublié le texte, mais j'aime la pêche. Ce voyage aura été l'un des plus beaux, des plus difficiles, et mémorables de ma vie. Les gens que j'ai rencontrés, Welcome. Welcome. I like you. I like you. les paysages que j'ai admirés et les épreuves qui m'ont fait face m'ont poussé à vouloir aller plus loin que l'objectif initial. J'ai pensé au début de ce voyage que ce que je faisais était difficile parce que ça demandait du courage, du temps et de l'argent. Je ne savais pas si tout ça allait valoir le coup. Et puis, au fur et à mesure que j'avançais, ma perspective a changé et je me suis rendu compte de la chance incroyable que j'avais de pouvoir faire ce que je fais. Alors certes, physiquement, pédaler 2500 km, c'est pas facile. Mais c'est en limitant mes besoins au confort que je me suis senti le plus libre et que j'ai fait les plus belles rencontres. Je crois que chaque personne qui rêve de voyager d'une manière aussi authentique et qui veut se donner les moyens devrait se lancer. Parce que la voix, ça change à travers le temps. Parce que tu dois, de temps en temps, tu dois chercher ton level exact à travers le temps à chanter. C'est là, je l'aime beaucoup. J'ai vu des lieux magnifiques, rencontré des personnes formidables, et goûté à des nouvelles saveurs. Tout ça parce que j'ai su repousser mes limites, que ce soit physiquement ou mentalement. Je pourrais détailler dans une prochaine vidéo le budget, la planification d'un itinéraire ou le matériel nécessaire pour ce voyage si ça intéresse des personnes. J'ai oublié le texte. Cette chanson, je l'aime beaucoup. The times, they are changing. Si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'y répondrai.
Si vous voulez connaître la suite de mon voyage jusqu'à Dakar au Sénégal, abonnez-vous et laissez un pouce bleu sous cette vidéo. À très bientôt.